Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 24e numéro des apartés de l'étape, dont le thème aujourd'hui donc est le design universel, un atout pour l'innovation. On est très heureux de pouvoir échanger avec Simon Ouriez, qui est le fondateur et le directeur de Signe de Sens. Avant de se lancer sur le vif du sujet, un petit mot d'introduction donc sur les apartés, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore. C'est en fait un petit temps d'échange qui est organisé régulièrement les vendredis en fin de matinée pour aborder des sujets qui sont relatifs aux nouveaux modes de travail, notamment dans la fonction publique, mais pas que. Et ces apartés s'inscrivent, on va dire, dans un cadre un peu plus large qui sont l'espace de travail des agents publics. Donc, c'est l'étape. C'est un espace de coworking qui a été ouvert par la préfecture de la région d'Île-de-France, dans le 9e arrondissement, et qui est un espace qui, justement, se veut ouvert à toutes les fonctions publiques pour pouvoir travailler un peu différemment et autrement. C'est un espace donc, qui a été créé par la Fabrique RH, qui est le laboratoire d'innovation publique de la préfecture d'Île-de-France. C'est un projet collectif qui a pu rassembler environ une trentaine d'agents publics issus de fonctions publiques différentes pour réfléchir à un espace de travail nouveau dans l'administration et pour les agents publics. Donc, la vocation d'accueil est assez large. Il y a d'une part les agents nomades qui, par exemple, sont pas loin du 9e arrondissement ou entre deux réunions qui souhaitent pouvoir se poser pour travailler un petit peu. On a aussi comme public cible les agents télétravailleurs, notamment dans le cadre actuel, même si on n'est pas ouvert officiellement, mais on espère qu'on pourra rouvrir prochainement. euh, les agents télétravailleurs qui souhaitent peut-être travailler dans un lieu un peu différent, pas uniquement rester chez eux, et qui peuvent aussi, du coup, rencontrer des personnes d'univers différents, de fonctions publiques différentes. Et le troisième public, c'est les équipes projets, puisqu'on a tout un étage qui est dédié à un travail collaboratif et créatif. Donc voilà pour l'étape. C'est un espace qui a vocation à rouvrir, on l'espère, très prochainement au printemps et qui pourra aussi vous accueillir, on l'espère, rapidement. Donc aujourd'hui, on a ces apartés qui sont une forme de programmation virtuelle du fait du contexte, mais qui s'inscrivent aussi voilà, dans la programmation plus large des nouvelles façons et des nouveaux modes de travail qu'on a dans l'administration. Donc aujourd'hui, on va échanger et on est très heureux de pouvoir accueillir Simon Auriez, donc, qui est le fondateur de Signe de Sens depuis 2003, qui travaille avec son équipe donc, sur l'investissement de la société sur la question du handicap et sur la question aussi de l'inclusion, comme on a pu échanger tout à l'heure. Donc, il a axé son travail sur les handicaps sensoriels, psychiques, cognitifs, mentaux. Je pense qu'on y reviendra aussi après. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir avoir un échange qui, dans un premier temps, peut-être sera une petite présentation de Simon, de l'entreprise, de ses missions, et dans un deuxième temps, un temps d'échange. D'ici là, il y a le chat qui est ouvert, donc n'hésitez pas à poser des questions et à lever la main. Donc, si vous voulez aussi intervenir pour poser des questions avec Simon, il n'y a pas de souci, vous êtes les bienvenus. Donc, du coup, voilà, moi, je serai là à surveiller le chat et à essayer des fois, éventuellement, de passer un peu les questions qui seront là. Donc, on en a pour à peu près 1 heure. Mais je laisse la parole à Simon et je le remercie encore de sa présence ce matin. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup pour cette occasion d'échanger avec vous. Euh, du coup, bah, voilà, comme tu le disais, c'est une présentation, mais c'est bien sûr l'objectif, c'est surtout de répondre peut-être à vos interrogations, à vos curiosités, mais aussi de partager vos propres regards, vos propres expériences. Donc, n'hésitez pas non plus à prendre la parole pour parler de vous, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas centré sur moi. C'est plutôt le thème qui va être central que moi ou ce que je fais. Donc voilà, la parole, elle est disponible aussi pour chacun. Et c'est d'autant plus intéressant que si c'est juste moi qui parle. Donc voilà, la deuxième chose que je voulais dire, c'est que moi, je viens pas là pour me positionne pas spécialement en tant qu'expert, c'est-à-dire je n'ai pas des réponses à toutes les questions et je ne vous dis pas que ce que je dis est la vérité. Donc prenez-le plutôt comme un partage d'expérience, un retour d'expérience. Et j'ai tendance à dire que la seule chose dont je suis expert, c'est ce que je fais. Mais le thème dans lequel ça s'inscrit, il est très, très supérieur à moi. Donc, il y a d'autres courants de pensée, d'autres façons de le voir, et elles sont tout aussi importantes ou intéressantes. Donc voilà, ne voyez pas ce que je vous dis comme une sorte de vérité. C'est vraiment pas mon esprit. En tout cas, c'est plutôt de vous partager ce qu'on fait, comment on le fait, pourquoi on le fait, ce qu'on comprend nous au fil de l'eau, et en espérant que ça puisse nourrir vos propres réflexions.
mais en aucun cas, je suis capable de vous définir les termes comme si c'était le Larousse ou autre. Enfin, c'est juste mon appropriation personnelle et ce que je peux vous en partager après presque 20 ans de travail autour de ces sujets. Donc voilà, toutes les questions sont bienvenues, toutes les remarques, même les désaccords sont bienvenus. Moi, je trouve ça toujours super intéressant. Voilà. Donc, design de service public et handicap, effectivement, moi, je vais vous parler un petit peu plus, peut-être centré sur l'innovation service public, mais ça s'applique à tout, vous le verrez dans ma présentation, mais tous vos sujets sont bienvenus, même s'ils ne s'inscrivent pas dans le service public particulièrement. Euh, donc voilà, avant de rentrer dans les sujets, il y a pour moi la clé 1, c'est la vision, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on projette, qu'est-ce qu'on vise, hein. Si on devait rêver le monde idéal, de quoi on parle en fait et pourquoi on travaille. Donc la vision pour nous, elle démarre par des questions toutes bêtes, c'est pourquoi on invente ce genre de dispositif, hein, donc le vibreur sur un téléphone portable, la télécommande. Euh, En fait, tout simplement parce que le vibreur, il y a des gens qui n'entendaient pas qu'ils avaient reçu un SMS, donc les sourds. Et donc, on a généralisé l'usage du vibreur à partir d'eux. Et même plus largement, et les gens le savent en général encore moins, c'est que le SMS, on l'a inventé pour les sourds. Parce qu'on voulait leur donner une alternative au fax, puisqu'à l'époque, avant le téléphone portable, la seule alternative de communication à distance pour les sourds, c'était le fax. Le mail n'existait pas encore, etc., etc. Ou en tout cas était très peu répandu à l'époque. Donc vous voyez, en fait, le SMS, on l'a fait naître à partir de cette expérience du fax pour les sourds convertis dans un téléphone portable. Et après, il a fallu qu'ils sachent qu'ils avaient reçu un SMS. Donc on a installé le vibreur et on a généralisé son usage. Et aujourd'hui, tout le monde l'utilise et personne ne sait que ça vient des sourds. La télécommande, c'est pareil. On n'a pas inventé une télécommande pour les gens qui pouvaient aller à la télé pour changer les chaînes. On l'a inventé pour les gens qui ne pouvaient pas le faire. Donc, vous voyez, on commence à sentir des choses. Après, si je prends cette essoreuse à salade que vous connaissez peut-être, c'est un peu la superstar de l'essoreuse à salade en ce moment. Et cette essoreuse à salade n'a pas été inventée pour les gens qui ont deux mains, hein. Elle n'a pas été inventée pour les gens qui attrapent une essoreuse à salade de façon normale. Donc, tout simplement, c'est un monsieur qui arrive à la retraite, sa femme, elle a de l'arthrose précoce, elle n'arrive plus à faire de la cuisine et ça fait partie de ses passions. Et du coup, il travaille pour inventer des outils de cuisine qui pourraient lui permettre de continuer à faire de la cuisine malgré ses problèmes dans les mains. Donc, c'est important de se rappeler ces petites histoires de l'origine des inventions, en tout cas de certaines. Donc, voilà, pareil, l'ergonomie des synthétiseurs, hein, si on remonte un tout petit peu l'histoire, on a ce bonhomme un peu célèbre qui, à un moment, redesign les claviers avec, avec le fabricant, tout simplement parce que il est malvoyant, enfin, il est aveugle en l'occurrence, et l'ergonomie des synthétiseurs de l'époque ne correspond pas à ses besoins. Et au final, le clavier qu'ils inventent devient un succès grand public. Donc, vous voyez, hein, souvent, quand on parle de handicap, on l'aborde comme une problématique, qui est un peu d'ailleurs la même chose pour la diversité en général, hein. Quand vous regardez les titres du journal, c'est rarement génial, la diversité est là, quoi. C'est souvent comment gérer la diversité, comment intégrer la personne différente, comment s'adapter aux besoins d'une personne différente. En fait, souvent, en gros, vous le pose comme une galère qui n'a aucune plus-value particulière. C'est juste par devoir moral, on doit le faire. Et moi, c'est un peu ce qui m'a toujours un peu mis mal à l'aise. Nous, en prenant le contre-pied, on se dit qu'en gros, hein, s'il n'y avait pas la diversité, ce serait super ennuyeux. Et donc, on arrive à la vision qui porte toute l'activité de signe de sens, peu importe ce qu'on fait. C'est la vision centrale, c'est que le handicap, c'est un levier d'innovation et de créativité pour une société. Et qu'en fait, beaucoup des choses qu'on voit évoluer aujourd'hui sont liées au fait que quelqu'un ne vivait pas correctement l'expérience qui était proposée. Et donc, cette personne, elle a dit, moi, j'aimerais bien que ça se passe autrement parce que je n'arrive pas à le faire, ou c'est pas agréable pour moi, ou ça ne me permet pas d'être un citoyen comme les autres. Et au final, on s'est rendu compte que ce que ça avait généré comme processus créatif avait permis d'inventer quelque chose qui avait été perçu par l'ensemble de la communauté, l'ensemble de la société, comme une plus-value. Et ça, moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est comment on arrive à re-enchanter le sujet en se rendant compte que la diversité génère la créativité, génère l'innovation, et donc, quelque part, participe au progrès d'une société. Et peut-être contrairement à certains progrès, comme des progrès techniques, scientifiques ou technologiques, ces progrès-là, leur centrage, c'est les gens. Et c'est le fait que la société soit dans un mieux-être. Donc, en plus, je trouve que c'est un guidage de l'innovation qui est plutôt vertueux en termes de société. Voilà, donc ça, c'est vraiment le socle.
de tout ce qu'on va faire. Donc ensuite, l'accessibilité, hein, donc, est un des concepts clés dans la question du handicap. En gros, ma petite définition à moi, c'est faire en sorte que chacun, sans distinction, profite des contenus et des services proposés par un lieu. Alors, un lieu s'entend au sens très large, hein, ça peut être votre maison, votre chambre, la salle de bain, la poste, la mairie, le travail, le bureau. Enfin, voilà, en tout cas, vous êtes quelque part, il y a une expérience qui est proposée et vous pouvez y participer, vous êtes content d'y participer, vous êtes satisfait par ce que vous traversez. Donc, l'accessibilité, c'est la clé. Moi, quand j'ai commencé il y a 18-19 ans, on parlait d'accessibilité uniquement, c'est-à-dire comment on permet aux gens qui ont des difficultés d'accéder à l'expérience que nous, on vit en tant que personnes valides. C'était vraiment ça le schéma. La limite de l'accessibilité, c'est qu'elle est unidirectionnelle. C'est-à-dire que vous considérez que vous êtes l'endroit où il faut être et vous voulez aider les autres à réussir à rejoindre l'endroit où vous êtes. Vous voulez leur donner accès à votre modèle de vie. Alors, je suis un peu excessif, mais globalement, c'est quand même ça le schéma. C'est que nous, en tant que valides, on a de la chance parce qu'on peut traverser la vie avec tout ce qu'il faut pour être bien. Malheureusement, des gens n'ont pas tout ce qu'il faut. Donc, on va leur donner accès à l'expérience que nous, on vit et qui est tellement géniale. Alors, premier truc, c'est que ce n'est pas parce qu'on a 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, 2 oreilles, tout ça, qu'on est heureux. Donc, c'est assez intéressant de se dire que ça ne posait pas la question du bonheur ou de la satisfaction, ça posait la question du modèle, beaucoup plus que la question de la satisfaction. Donc ça, c'était le premier prisme pour moi. Et le deuxième, c'est qu'en gros, on n'avait rien à apprendre du handicap. On pouvait juste essayer de leur aider le plus possible à partager notre expérience à nous. Donc le handicap, on lui donne, mais il ne donne jamais rien. Donc c'est très dans la bienveillance, la gentillesse, la complaisance, la compassion, pardon, etc. Donc, mais à quel moment ils amènent leur pièce au puzzle du collectif, en fait? À quel moment ils font vraiment partie du groupe? Et ce que je trouve intéressant dans les quelques années qui viennent de se passer, c'est qu'on a switché parce qu'on a commencé à de plus en plus valoriser le fait que le handicap créait de la valeur. Et là, on est passé, alors je ne sais pas si vous connaissez ces petits schémas, moi je les aime bien, ils ont beaucoup circulé, mais je trouve qu'ils sont très explicites, hein. En fait, l'accessibilité permettait que les gens exclus rejoignent l'expérience du groupe, etc. Et en fait, donc, bon, vous avez les différents modèles, hein, de gestion de la diversité avec le côté exclusion, c'est-à-dire on les exclut, on l'assume. Ségrégation, on les a identifiés comme une communauté, mais on les ferme quelque part. Intégration, on sait qu'ils ne sont pas pareils, mais on les tolère dans notre groupe, mais on ne vit pas ensemble. D'accord? Donc, les bus pour eux, les institutions pour eux, puis la société avec la rue pour nous. Et puis l'inclusion, c'est de se rendre compte qu'en fait, c'est beaucoup plus diffus que ça. C'est qu'on est tous dans cette même entièreté. C'est que ce n'est pas une… Moi, c'est l'habitude que j'ai aussi de dire, hein, c'est que le handicap, souvent, on en parle comme si c'était une branche de l'humanité qui avait dévié. Mais en fait, pas du tout. Ça fait partie de l'humanité. C'est intrinsèque. Vous ne pouvez pas extraire le handicap comme si c'était des critères clairs qui vous permettaient de segmenter les catégories de personnes. Donc, aujourd'hui, ce que je trouve intéressant avec ce concept d'inclusion, c'est que du coup, on va tendre vers le fait de vivre une expérience commune qui va s'enrichir des regards de chacun et qui va plus être « moi, j'ai une expérience, c'est forcément la meilleure, ça serait bien que tu puisses y accéder ». Là, c'est plutôt « on n'est tous pas pareils, qu'est-ce qu'on va créer comme expérience pour passer tous un super moment ?» Chacun devant amener sa pièce au puzzle. Et l'inclusion pose aussi le fait que ce n'est pas les mêmes moyens pour tout le monde. Donc, c'est le deuxième petite illustration que je vous mets, hein. C'est que l'inclusion, c'est de donner les justes moyens à chacun pour qu'il puisse profiter de l'expérience. Donc, c'est aussi une personnalisation du rapport à chacun et à l'expérience. Et donc, voilà. Donc, très globalement, hein, créer de la valeur par la diversité, c'est que pour créer de la valeur, il faut qu'il y ait tout le monde dans l'équipe. Et ça, c'est important, en fait. On ne serait pas heureux s'il n'y avait pas la diversité. C'est ça qui m'anime souvent. On a envie et on a besoin de la diversité pour être heureux. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le socle pour moi. C'est ce qui, en tout cas, guide moi mon travail. Ensuite, la conception universelle, c'est un des leviers sur lesquels on s'appuie. Pareil, hein, c'est ma petite définition à moi. Il y en a plusieurs. Mais c'est en gros concevoir pour arriver à des objets et des services accessibles à tous, en tout lieu, en tout temps. Donc, concevoir universel. Bon. Donc, la perspective que je donne à ça, c'est… Bon, parce que pour revenir à ça, hein, vous vous doutez bien que c'est impossible de créer quelque chose qui est accessible à tout le monde, en tout lieu et en tout temps. C'est impossible. Vous aurez toujours un contre-exemple. Donc, c'est plutôt
une dynamique qu'un résultat qu'on peut atteindre. La conception universelle, en gros, ça n'existe pas en tant que résultat. C'est juste un processus. Et je vais vous expliquer un peu en tout cas ma perception à moi. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de la courbe de Gauss, mais en gros, si vous prenez l'ensemble des tailles des personnes en France, vous arrivez à une courbe comme ça, qu'on appelle une courbe de Gauss, qui est une répartition des valeurs dans une population autour du coup, ce qui définit la valeur moyenne, hein, ce trait que vous avez, qui est de dire qu'en gros, les gens en France font 1,73 m. Du coup, si moi je fabrique des vêtements, je vais prendre la valeur moyenne et puis je vais créer des vêtements qui vont à peu près pour les gens qui ont la taille moyenne. Donc, vous allez créer ça. Et quand vous faites ça, vous définissez qui est normal de qui n'est pas normal. Puisque vous décidez que quand on n'est pas trop loin de la taille moyenne, on est normal. Donc, je peux aller dans un magasin normal acheter des vêtements normaux. Et si je suis en dehors de ces tailles moyennes, je ne peux pas. Voilà. Quand je vais dans ce magasin, on considère que ma taille, elle n'est pas normale. Elle n'est pas considérée comme là. Et du coup, il faut que j'aille chercher des expériences pour les anormaux. Donc, pour les plus gros, pour les plus petits, pour les plus grands. Voilà. Vous voyez? Donc, la conception universelle, pour moi, son job, c'est d'élargir le champ des personnes qui se sentent normales dans une expérience. Ça veut dire qu'à chaque fois que le designer intervient sur l'expérience, il doit élargir le spectre des personnes qui se considèrent normales. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, pour moi, la conception universelle, c'est un processus qui est infini. On n'arrête jamais. Mais à chaque étape, on doit se donner le défi d'aller plus loin. Mais ça veut dire aussi que c'est beaucoup plus pragmatique et réaliste, parce que parfois, il y a pas mal de projets qui meurent parce que l'ambition posée, elle est inatteignable. Donc, il y a la question de l'ambition à long terme, puis après, la première étape, comment on fait pour progresser. Et ça, c'est très important pour moi sur le terrain, de comment on s'assure qu'on progresse. Et après, on relance une deuxième séquence pour continuer à progresser. Donc, voilà. Donc, très concrètement, en termes d'exemple, c'est la chaise que je trouve super comme exemple. C'est qu'au départ, on a pris l'assise moyenne pour une personne, et puis après, on s'est dit, finalement, une chaise qui monte et qui descend, elle étend le champ des gens qui peuvent s'asseoir dessus en étant confortables. Donc, on a augmenté la quantité de personnes qui se trouvent normales quand elles s'assoient sur notre chaise. Voilà, moi, je trouve que c'est la meilleure illustration que j'ai trouvée pour l'instant. Une deuxième pour partir d'un truc plus numérique, mais c'est la lecture où effectivement, quand vous faites de la lecture numérique sur tablette ou sur liseuse ou autre, vous pouvez personnaliser votre expérience de lecture. Donc, vous pouvez augmenter la taille des caractères, les couleurs, les polices, etc. Et finalement, la quantité de personnes qui se sentent normales dans l'expérience de lecture, elle augmente parce qu'on peut personnaliser l'expérience. Ce qui était d'ailleurs la même chose dans la chaise. Vous pouvez personnaliser votre expérience, vous pouvez la monter ou la descendre. Donc, on voit bien que dans la conception universelle, il y a une question de conception de l'objet et une question de flexibilité de l'usage. Et que c'est ces deux choses-là qui vont permettre d'étendre le champ des publics qui vont être à l'aise dans l'expérience proposée. Donc, voilà, la conception universelle, c'est une promotion du vivre ensemble. Donc, ça, c'est toujours plutôt chouette comme message collectif, surtout pour un service public. Une démarche de progrès pour tous. Donc, ça, c'est très important. C'est pas démagogique. Moi, je vous le dis pas parce que je trouve que ça serait super qu'on y croit tous. Je vous le dis parce que je le constate. C'est des exemples concrets comme ceux que je vous ai donnés. Tout le monde y a gagné. Donc, ce n'est pas une croyance, c'est un constat. Et nous, notre sujet, c'est comment on industrialise cette pratique-là. C'est-à-dire que le handicap, il est pris comme un point d'innovation. Et donc, typiquement, dans les politiques publiques, si le handicap pouvait passer de la partie contrainte d'intégrer les publics fragiles à la partie, à chaque fois qu'on fait de l'innovation publique, on commence par s'intéresser aux personnes les plus fragiles, on aurait gagné en fait. Parce que du coup, on aurait réussi à se dire que ça fait partie du processus de transformation des politiques publiques. Ce n'est pas un devoir civique, c'est une évidence de performance. Pour être performant dans le design des politiques publiques, on devrait passer par les publics qui vivent des difficultés. Et par eux d'abord, en fait. Voilà, en tout cas, c'est ma perception. Et ensuite, une stratégie efficace, c'est-à-dire que, voilà, concrètement, c'est une stratégie efficace, notamment pour tout ce qui est conception design, pour dynamiser la créativité et augmenter la performance de ce qui va être créé in fine. Si vous comptez le nombre d'équipements de politiques publiques ou autres qui ont été démontés au bout de quelques temps, très peu parfois de temps, tout simplement parce que concrètement, sur les publics fragiles, ça n'avait aucun impact, voire même c'était contre-productif, vous voyez bien le coût du fait de passer par la moyenne au lieu de passer par les extreme users, les gens qui sont sur les bords, en fait. Et c'est toute une partie de la stratégie, c'est de passer par ces utilisateurs extrêmes qui ne sont pas autour de la moyenne, mais qui sont des situations d'usage atypiques,
et qui, à la fin, vont renourrir l'expérience de la moyenne. Voilà un peu. Donc, en termes de méthode, nous, on s'inscrit beaucoup sur la question du design, comme vous l'avez compris, et notamment du design de service. Le design de service, sa vocation, hein, c'est de créer des parcours utilisateurs. Donc, un design de service ne fabrique pas de la matière, il ne fabrique pas un objet, que ce soit physique ou numérique. Par exemple, un designer industriel, il va fabriquer une lampe, une table. Voilà, vous allez avoir des designers plutôt d'intérieur qui vont fabriquer du mobilier, qui vont fabriquer, ou en tout cas des architectes, designers d'espace qui vont vous créer des espaces physiques, des bâtiments. Voilà, des designers de l'espace urbain qui vont fabriquer des places. Enfin, voilà, vous avez des designers qui fabriquent des éléments concrets. Le design de service ne fabrique pas. Il écrit une histoire dans laquelle il faudra fabriquer des éléments. Donc, c'est pour ça qu'on a un parcours. Donc, le design de service écrit un parcours centré sur les utilisateurs qui est cohérent avec les contraintes et les ambitions du ou des fournisseurs de services. Donc, l'idée, c'est de dire qu'il y a quelqu'un qui fournit un service qui a une ambition. Il y a un usager qui va passer par plusieurs étapes pour réaliser cette ambition. Et il faut qu'on crée un parcours qui va satisfaire tout autant celui qui doit le faire que celui qui doit en bénéficier. Donc, c'est pour ça que je vous mets ce petit schéma avec les cases bleues. C'est qu'un parcours utilisateur, c'est un réseau, enfin, c'est une succession de points de contact que l'utilisateur va traverser pour arriver à son objectif. Donc, par exemple, quand vous rentrez dans la poste, la première chose, c'est la porte. Donc, votre premier point de contact, c'est la porte. Donc, la deuxième point de contact, souvent, c'est le gars de la sécurité. Avec peut-être, vous devez passer vos affaires dans le portique. Troisième point de contact, c'est le comptoir numérique, c'est-à-dire vous avez une borne numérique qui vous demande ce que vous voulez faire et qui vous donne un ticket pour vous aider à orienter vers la bonne file d'attente. Et ensuite, vous avez un guichet. Mais d'abord, vous avez une file d'attente d'ailleurs. Ensuite, vous avez un guichet, etc. Vous voyez, donc c'est une succession de points de contact. Et le design de service, il va regarder si toute cette histoire, elle tient la route. Et quels sont les points d'attention sur chacun de ces points de contact. Donc, par exemple, si vous prenez une personne autiste qui doit aller poster un courrier, le premier contact qu'il va avoir, c'est peut-être la porte. Bon, ça, a priori, il n'y a pas de grand sujet, on peut avoir encore. Sauf si la porte, elle fait un bruit incroyable, ou, enfin, voilà. Mais après, c'est la personne de la sécurité. C'est que pour des publics fragiles sur l'interaction ou fragiles sur l'expérience sensorielle, quand on rentre quelque part et que c'est un mec tout habillé en noir qui vous accueille, forcément, ça va créer une tension, une inquiétude en fait. Donc, vous voyez, donc, ce point de contact, on va lui mettre des points d'attention en disant attention à ci, à ça, etc. Donc, en gros, le designer de service, il va écrire cette histoire et ensuite, il va écrire des cahiers des charges pour les designers qui vont devoir fabriquer la matière de chacune de ces étapes. Donc, c'est un peu comme un directeur artistique, on va dire. Enfin, voilà, donc construire le parcours utilisateur, construire les interventions des professionnels sur le parcours utilisateur et avoir du coup un résultat qui fait que tout le monde s'y retrouve et on passe de quelque chose où l'utilisateur ne savait pas où aller à quelque chose où le cheminement est fluide et les deux parties prenantes, c'est-à-dire celui qui doit bénéficier d'un service et celui qui doit fournir le service, se retrouvent tous les deux dans un confort qui permet une efficacité. Donc voilà, design de service, design d'objet. Hein. Le designer de service, il crée le parcours et les designers, ils créent les éléments du parcours. Alors, il y a souvent une perméabilité entre les deux métiers. Hein. Il y a pas mal, la plupart des designers de service sont à la base des designers d'une thématique ou d'une autre. Ce n'est pas forcément des personnes différentes, mais c'est des postures différentes et des étapes différentes dans un processus de construction. Bon, après, je ne vais pas détailler ça. C'est pas... Voilà, après, les étapes du design de service, bon, alors là, pour le coup, c'est les étapes du design, hein, c'est-à-dire vous avez la partie immersion diagnostique, donc passer du temps, comprendre les enjeux, les entendre, mais aussi les constater, se les approprier par empathie, enfin, toute une partie d'entrer dans les sujets pour se faire son propre regard, sa propre perception, en rassemblant l'entièreté des perceptions et des regards de chacun, mais aussi l'expérience de ce qui se passe. Ensuite, la partie conception, donc trouver des opportunités, des idées, comment on voudrait que ça marche demain, qu'est-ce qu'on voudrait transformer. Une partie prototypage, mettre en forme les idées qu'on a pour pouvoir les tester avec les personnes et voir ce qui fait sens, ce qui ne fait pas sens, affiner. Souvent, la conception et le prototypage, c'est une boucle un peu itérative qui, je teste un peu, je reconçois, je reteste, je reconçois jusqu'à arriver à quelque chose de satisfaisant. Et quand j'arrive à quelque chose de satisfaisant, j'entre dans le déploiement, c'est-à-dire ma solution, elle a été validée par des expériences terrain et je peux la mettre en œuvre. Les étapes stratégiques pour moi du design, c'est la 1 et la 4.
La une, parce que souvent, on ne prend pas assez le temps de rentrer dans les sujets, de s'approprier les espaces, les personnes, voilà. Souvent parce qu'on n'en a pas les moyens, mais du coup, c'est très, très stratégique pour moi, la une. Et la 4, parce que souvent, on sous-estime le processus d'appropriation et d'accompagnement à la transformation pour les acteurs qui vont devoir bouger parce que le parcours a bougé. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment les 2 étapes où, en général, je trouve qu'on ne porte pas assez d'attention. L'immersion, notamment dans le cas du handicap, c'est que ça prend du temps de comprendre les besoins, les postures, les valeurs, les ressources de certains publics qui sont un peu atypiques. Du coup, je vais juste peut-être vous partager un retour d'expérience. Donc là, c'est donc vraiment du design de service, c'est-à-dire qu'on n'a rien fabriqué de matériel, on a juste repensé l'organisation d'un parcours dans un service d'hébergement pour des personnes avec des troubles psychiques, déficiences intellectuelles. Donc, en gros, hein, la refonte du parcours utilisateur, c'est-à-dire, vous allez voir, pardon, je vous passe juste la toute petite vidéo. Dites-moi si vous entendez bien le son, je ne suis pas sûr, mais après c'est sous-titré, mais... La mission générale du service hébergement du CAPAS est d'accompagner dans la vie quotidienne des adultes en situation de handicap qui sont logés soit en logement autonome dans le droit commun, soit au sein de nos établissements et services. Donc, depuis septembre 2017, le service hébergement a engagé une démarche de transition inclusive de l'ensemble de ses services. L'idée étant de permettre aux personnes qu'on accompagne de bénéficier d'un accompagnement au plus proche du droit commun et donc de sortir un petit peu des logiques d'établissement. Au final, on ne se posait pas trop la question, la personne arrivée, on l'accompagnait vraiment sur le quotidien, sur un peu tout au final. On va la recevoir au foyer de vie et en fait, voilà, on démarre déjà avec une espèce d'a priori. C'était pas souvent re-questionné. Et donc l'idée, c'est de penser une organisation qui soit agile, qui puisse s'adapter aux évolutions qu'on va connaître au niveau du secteur médico-social et qui permette du coup d'accompagner au plus proche de la personne, de ses besoins, en fonction de ses habitudes de vie. C'est pour ça que pour nous, c'était important de faire appel à quelqu'un d'extérieur qui porte ce regard-là un petit peu novateur par rapport à nos pratiques et qui nous aide vraiment à construire le parcours idéal. Le design de service va nous permettre d'écrire une histoire pour un utilisateur qui puisse être une sorte de version améliorée de ce que l'utilisateur vit aujourd'hui. Ce design de service, il commence par 2 étapes. La première, l'exploration, c'est le moment où on va se documenter, on va rentrer dans le sujet. L'objectif de la première étape, c'est d'écrire le parcours utilisateur actuel. On a donc visité plusieurs établissements pour mieux se rendre compte des différents types d'hébergement. On a aussi rencontré des personnes accompagnées, réalisé des entretiens avec les différents professionnels pour comprendre finalement le service et le parcours des personnes accompagnées aujourd'hui. Parce que l'entretien était très, très poussé. C'est toujours intéressant de mettre en mots une pratique, d'en parler à quelqu'un qui ne connaît pas et qui du coup allait un peu titiller à des endroits où on n'a pas l'habitude, quoi. L'aboutissement de cette première étape, c'est un temps de présentation. Nous, on a compris que le parcours utilisateur actuel était celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a du coup la secrétaire de commission de parcours qui passe dessus en disant c'est bon, c'est pas bon, il y a toutes les pièces. S'il n'y a pas toutes les pièces, ça repart. S'il y a les pièces, ça passe à la suite. Moi, il manque la rencontre Sylvie et souvent elle rencontre les personnes. Avant la commission de parcours. Ouais. Et donc cette restitution de la première étape, c'est le moment où on va finaliser avec toute l'équipe, qu'on a bien compris et que tout le monde est d'accord sur l'histoire qu'une personne vit aujourd'hui dans le service. Vraiment essayer de se tourner vers demain en disant ok, maintenant qu'on a un peu compris les éléments, les blocs, les contraintes, les envies, les freins, les structurations un peu complexes, les inquiétudes. Le processus de co-conception va vraiment permettre à chacun de manipuler des objets, des éléments, de jouer des rôles pour petit à petit se mettre tous d'accord sur le parcours utilisateur du futur. Ici, c'est sur le choix du lieu de vie et l'autre côté, c'est sur le projet personnalisé. Est-ce que c'est un projet? Voilà. À partir de quand ça devient un projet? Oui. Voilà. Ok, donc il n'y a pas de contact entre la secrétaire et le coordinateur. Le MAVI, il est établi par les éducs. Ouais. Et après, c'est renvoyé vers le coordonnateur de projet. Les collègues qui participaient là se sont bien pris au jeu.
ils ont bien vu que eux, ils y avaient intérêt autant que les résidents. Ça m'a intéressé. On a réussi quand même à en sortir quelque chose qu'on n'imaginait pas quand on est arrivé, et quelque chose qui tient la route, qui est cohérent. C'est vraiment la phase qui a permis de formaliser et de visualiser en fait ce parcours qui jusque-là était, ça restait abstrait. On s'est dit à la fin de la journée, ce qu'on a décidé, ça sera ce qu'on fera. Et justement, c'est hyper intéressant parce que ça remet les personnes dans une dynamique normale, enfin, de tout un chacun de citoyens, quoi. Voilà, un modèle en tout cas établi ensemble qui facilite le parcours de l'usager à travers toutes les solutions qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc, du coup, voilà un exemple avec un exemple de livrable, hein, pour vous montrer la production, Simon, qui est un schéma. Ouais. je me permets d'intervenir parce qu'il y a une question de JF qui est assez intéressante. Peut-être est-ce que je vous laisse la poser ou Bah oui, si vous n'hésitez pas. Moi, Jean-François Trochon, donc je travaille plutôt dans le secteur des personnes âgées. J'étais surpris que sur la restitution et sur la construction du nouveau parcours, les habitants, enfin les bénéficiaires ne soient pas présents. Ouais. Eh ben, c'est une super question. C'est une question qu'on s'est posée avec l'équipe, du GAPAS, tout simplement parce que en fait, c'était beaucoup de process internes. C'était essayer de comprendre comment on réorganise les métiers. Et donc, le choix qu'on a fait, il était donc, on a passé pas mal de temps avec les personnes au démarrage, donc les gens dans les différents habitats. Et ensuite, on a mis les gens dans les prototypages. C'est-à-dire que les personnes, bien sûr, accompagnées dans les différents services, elles sont impactées par les prototypages où les professionnels testent des modalités d'interaction, d'organisation, etc. Et je ne sais pas, hein, mais c'est pour ça que je dis que c'est une bonne question, parce que même nous, on n'a pas vraiment la réponse. Je peux juste partager là où on en est. C'est qu'on a eu une difficulté, c'était de mettre dans un espace où c'était très process interne des personnes accompagnées. Ensuite, on avait une question qui était sur comment on allait libérer la parole des professionnels dans un espace où il y avait aussi les bénéficiaires. En plus des bénéficiaires qui sont dans des fragilités psychiques, des fragilités de posture. Enfin, c'est des situations assez particulières. Et ensuite, il y avait la question de est-ce que moi, en tant que personne ressource, je me sens à l'aise de partager le fait que je suis perdu dans mon métier, dans mes pratiques, parce que tout est en train de changer, devant les bénéficiaires. Et donc, l'inquiétude, c'était aussi que du coup, les professionnels restent sur une posture de maîtrise et que du coup, ils ne se lâchent pas sur quels sont leurs problèmes, quelles sont leurs frustrations, leurs insatisfactions, etc. Et du coup, l'implication des publics, elle est en ce moment, puisque là, ce que je vous ai montré, c'est la première séquence, hein, où on a fait toute la conception. Et en fait, sur le prototypage, c'est là que les personnes qui sont dans les établissements, bien sûr, on leur en parle. Ensuite, elles vivent des transformations et on voit si elles trouvent que ça fait sens, pas sens. Et c'est à ce moment-là qu'on les implique, en fait. Mais c'est complètement discutable et ça change d'un projet à un autre, hein. On n'a pas toujours les mêmes pratiques, mais on les adapte à différentes choses. La participation des publics, même pour vous dire, là, on est en train de préparer une thèse sur justement qu'est-ce que ça veut dire de faire participer des personnes avec des compétences sensorielles ou cognitives différentes à un atelier de co-design, pour s'assurer qu'en fait, elles participent vraiment. Parce que le risque que moi j'ai déjà vu, c'est qu'on prend un aveugle et puis il devient un peu le faire valoir en disant un aveugle l'a dit, donc tous les aveugles vont le penser. Vous voyez, c'est ça aussi des fois le risque. C'est que, donc moi j'ai déjà vu ça, hein, où en fait un sourd dit non, mais les sourds, ça ils vont pas aimer, c'est sûr. Et comme c'est le seul sourd du tour de table, il y a un côté prise de, comme si lui il savait qu'est-ce que tous les sourds veulent en fait. C'est vraiment pas facile de gérer ces interactions. Donc nous, on les questionne et on essaye de rester, voilà, d'avancer à chaque étape. Donc mais voilà, ça m'intéresse d'avoir un peu votre retour à vous sur ce que je viens de dire, mais c'est vraiment une réflexion en cours chez nous. On ne sait pas. On changera volontiers, on ne va peut-être pas monopoliser la discussion. Merci.
Mais en tout cas, même pour les politiques publiques, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est aussi ce qui a été tenté dans les démocraties participatives, hein. On a commencé à dire on réunit tout le monde et puis tout le monde parle et à la fin, il y a des solutions qui émergent. Où en fait, on a bien vu que ce n'était pas si simple. Et du coup, c'est comment on étage les participations et comment on fait en sorte que ce soit vraiment de la participation. Et ça, je trouve que c'est touchy pour le design. C'est un vrai défi du design pour moi, ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur ce retour d'expérience? Donc là, on est en prototypage, hein. Donc tout ce qu'on a mis sur le schéma que vous voyez, c'est en train de se faire évoluer, enfin d'évoluer au fur et à mesure des échanges avec le terrain. Donc les professionnels, ils essayent une nouvelle posture, ils en échangent entre eux, ils échangent avec les personnes, on fait des constats, on modifie le schéma ou on continue de faire évoluer les pratiques. Enfin, c'est une très très belle expérience, très très belle très très belle période, là. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions sur cette partie-là. Valérie Caillot, je vous laisse peut-être, je vois que vous avez levé la main. Oui, merci. En fait, j'imagine que si aujourd'hui, cette structure fait cette démarche, peut-être que dans 10 ans, avec l'évolution de la société, des attentes des différentes parties, c'est un processus qui peut être à nouveau effectué. Complètement. À chaque fois que vous faites une transformation, on a aussi profité de la démarche pour acculturer les équipes à un processus de transformation. Le risque aussi, c'est que que le processus de transformation génère du chaos au lieu de générer de l'ordre. Et c'est là où le design est très fort aussi, parce que le design, il structure un processus de transformation. Et il vous oblige à respecter un phasage qui vous permet de ne pas passer de « ce serait bien de changer » à « plus personne ne sait ce qu'il doit faire ». Et parce que si vous arrivez dans le chaos, en général, à la fin, vous repartez en arrière. Vous allez encore plus en arrière que du point d'où vous étiez parti. Parce que tout va se rigidifier. Les gens ils vont dire, tu as vu, c'était une mauvaise idée, il faut revenir vraiment vachement mieux. C'était mieux avant. Et là, vous avez tout perdu. Donc, c'est vraiment de structurer le processus de transformation pour qu'il permette de ne pas générer trop de panique, trop de stress, trop d'inconfort et que du coup, tout soit grillé derrière. Je ne sais pas s'il y a une autre question, si je continue. J'ai pratiquement fini. Voilà, je finis par la présentation de signes de sens parce que je préfère centrer sur la vision et le comment et après vous donner 2-3 clés. Donc nous, on est une association, loi 1901, créée en 2003. On est 25 aujourd'hui, mais surtout on a beaucoup de partenaires. Et c'est aussi la force du design pour moi, c'est de réunir toutes les parties prenantes autour de la table pour faire un projet qui va vraiment pouvoir venir se mettre en place sur le terrain. Et donc, voilà, on fait des tours de table très hétérogènes avec l'idée que tout le monde s'y retrouve à la fin et que tout le monde devienne une force motrice de la transformation. Et ça, c'est vraiment, je trouve, une des clés chouettes du design. Notre mission, c'est de rendre la société plus inclusive, notamment grâce au design de service. On travaille beaucoup dans ce qui est médico-social, on travaille beaucoup dans ce qui est culture, musée, bibliothèque, spectacle vivant, assez divers et variés autour de, en gros, tout ce qui est péri-parascolaire. Et on travaille de plus en plus sur le service public, physique ou numérique. Donc, comment faire en sorte que les politiques publiques qu'on implémente, elles soient nativement inclusives et qu'elles ne nécessitent pas du coup des projets de mise en accessibilité. Vous voyez un peu la démarche, hein. Aujourd'hui, on peut créer des politiques publiques qui sont nativement conçues pour accueillir les citoyens dans une diversité assez forte, ce qui permet d'éviter de mettre des pastilles, des suppléments, enfin voilà, d'être dès le départ dans une bonne dynamique. Et en plus, dans le service public, je trouve que c'est pour l'instant les expériences que j'ai, en tout cas, super stimulantes parce que les agents du service public, mine de rien, c'est quand même une des raisons pour lesquelles ils sont là. Donc, il y a une motivation assez naturelle et assez forte à essayer justement de venir répondre aux besoins des gens les plus en difficulté. Donc, c'est un espace où c'est assez dynamique. Et puis, nos actions, bon, je ne vais pas détailler, mais en gros, je vous mets, on a toute la partie noire qui est la partie des projets que nous, on porte en tant qu'acteurs associatifs. Donc, ce sont des sujets sur lesquels nous, on porte les projets, on va chercher les budgets, on s'associe à des partenaires. Voilà, donc on est vraiment dans les projets associatifs. Et puis, petit à petit, les gens sont venus vers nous pour qu'on mette à dispo ce qu'on savait faire sur leurs projets. Donc, on a développé des activités qui sont plutôt de prestations, qui sont en gros sur ces 3 blocs. Toute la partie contenu accessible, donc faire en sorte que l'information soit accessible pour un utilisateur, et si possible à l'ensemble des utilisateurs. Une partie plutôt formation-sensibilisation, donc
au handicap, à la communication claire, à la conception universelle, des choses comme ça. Et puis les prestations de design que je vous ai déjà présentées pour en fait créer des solutions sur mesure ou améliorer des services existants. Donc voilà, en termes d'impact, on touche à peu près 150 000 personnes chaque année avec nos propres projets, nos propres outils, à un rayonnement où on a quand même des contacts qui sont à l'échelle nationale, mais aussi un peu au-delà pour notamment partager des regards, sourcer un peu de la veille, voir comment les choses se passent ailleurs. Enfin, c'est super intéressant sur le sujet du handicap. On a édité, je ne sais pas, peut-être plus de 50 solutions accessibles. Et puis, des prestations, les prestations dont je parlais. Du coup, moi, je vais m'arrêter là, sauf parce que comme ça, on a… Hop, tout ça, je reviendrai après. Je voulais juste… Ouais. Hop, pas de problème. Bon, bref. Je vais m'arrêter là, puis en fonction des échanges, soit j'irai sur les… voilà. Du coup, j'avais passé une question pardon, sur les sourds et le sous-titrage. J'ai pas… Si la personne… excuse-moi. Si vous pouvez prendre la parole, allez-y, moi j'ai fini de toute façon. Merci en tout cas pour le temps d'écoute de tout ça, mais à vous la parole, n'hésitez pas. Je suis désolé, je ne vois pas bien les commentaires et tout. Alors, on a une question de Waïbafor. Je ne sais pas si vous voulez peut-être la poser directement à Simon. C'est une question qui porte sur le sous-titrage pour les sourds et les malentendants, avec le fait que la majorité ne maîtrise pas ou mal la langue des signes française. Oui, complètement. Oui. Non, complètement. Donc nous, en fait, à la base, on a travaillé que sur les sourds, hein. Donc pendant 10 ans, on a travaillé spécifiquement sur l'accessibilité pour les sourds à l'information, la culture, l'éducation, etc. Donc, c'est pour ça que vous avez vu la vidéo, elle est sous-titrée. Enfin, on a une attention particulière à ce que tous les publics qui ont un trouble de l'audition accèdent à l'information. Donc, ça va passer par effectivement le sous-titrage, parfois la LSF, la langue des signes, en fonction des espaces, des sujets. Et on a aussi travaillé sur des visites dans les musées en lecture labiale un peu forcée. Enfin, voilà. Donc, oui, complètement. Les sourds ne sont pas tous signeurs, loin de là. Je crois que c'est 7 millions de personnes en déficience auditive en France. On doit être à 150 000 personnes qui pratiquent la langue des signes en France. Donc, c'est un peu comme pour le braille chez les aveugles, hein. C'est 4 à 7 000 personnes qui utilisent le braille en France, hein. C'est pas gigantesque, hein. Mais pour autant, c'est important. Donc après, chacun a son mode. Et du coup, l'idée pour nous, c'est toujours d'avoir les différents modes qui permettent ça. Génial, du coup. Vous arrivez à lire, Simon? Ouais, ça y est, j'ai réussi. Mais oui, oui. Alors, merci Google et autres pour ces outils-là. Mais c'est vrai que donc dans les webinaires, on essaye aussi d'intégrer le sous-titrage en direct. On a tout ce qui est Vélotipie, notamment, qu'on mobilise sur les conférences qu'on met en place. Donc là, c'est une bonne pratique à partager avec la Fabrique RH, de dire que ça serait bien de faire le sous-titrage en direct des conférences. Mais là, c'est pas de mon ressort. Non, mais c'est une question en plus qui s'est posée récemment avec l'accueil justement d'un nouveau collaborateur qui peut lire sur les lèvres mais qui est sourd. Et du coup, pour les réunions et tout ça, pareil, il y a eu cette complexité parce qu'en plus, dans l'administration, des fois, on est bloqué au niveau des outils. Donc, Google Meet, on sait que ça fonctionne et il y a le sous-titrage en direct et c'est gratuit. Mais c'est vrai que nous, ça ne fonctionne pas forcément sur nos outils. Du coup, on a eu la chance de pouvoir faire appel à un interprète, mais voilà, ce n'est pas le cas tout le temps. Et oui, ça fait partie des restrictions qui n'ont pas été conçues nativement dans l'accueil des collaborateurs. Et puis, donc, du coup, comme disait la personne, la traduction LSF, c'est bien pour une fraction des personnes. Et après, il y a toutes les autres qui sont plutôt dans la lecture ou la lecture sur les lèvres, enfin, le sous-titrage. Donc, c'est de s'assurer aussi qu'on a cette opportunité de suivre. Parce qu'après, les traductions automatiques, gardez quand même en tête, je ne sais pas, la personne du coup qui l'utilise là pourrait nous donner un avis, mais ça fait beaucoup d'erreurs quand même. Donc, ce n'est pas toujours facile à suivre. Donc, voilà, c'est mieux qu'avant, mais ça crée quand même parfois des gros contresens. Donc, ça peut être un peu délicat.
pas s'il y a d'autres. Mais encore une fois, il y a les questions pour moi, mais il y a aussi des choses que vous faites, que vous avez envie de partager. C'est le moment, hein. Il y a des gens qui sont disponibles, donc profitez du micro, quoi. Oui, bonjour. Alors attendez, Monsieur Trochon. Ben, allez-y si vous voulez. Non, je vous Je laisse la n'avais main. pas vu que vous aviez levé la main. Je vous laisse la main également, allez-y. Ok, merci. Oui, alors je voudrais rebondir effectivement sur les sourds. Alors les sourds devenus sourds, malentendants, puisque c'est mon handicap, hein. Donc je suis particulièrement sensible à l'accessibilité pour les devenus sourds, qui n'est pas celle du sourd de naissance senior. Complètement. Et je pense que 150 000 seniors, c'est un peu optimiste. Je pense que les sourds seniors sont bien moins importants que cela. Et donc, effectivement, la LSF, c'est d'ailleurs un quiproquo, parce que bien souvent, dans mon expérience personnelle, quand je dis que je suis malentendante, surtout dans les services publics, hein, avec un accueil public, eh bien, on va me chercher un traducteur en LSF. Donc, bien souvent, un agent qui a été formé à cette langue. Et malheureusement, quand il ou elle arrive devant moi et que je dis je suis désolée, moi je ne la pratique pas cette langue, il y a une immense déception. Que je peux comprendre, hein, d'ailleurs, de toute façon, c'est normal. Hein. Et voilà, et donc après, derrière, j'essaie d'expliquer ce qu'est une accessibilité. C'est complexe. L'accessibilité des personnes malentendantes, c'est un panel d'outils, plus ou moins techniques, dont le sous-titrage. Et effectivement, je pense que d'ailleurs, sur la vidéo, il y a un décalage entre le sous-titrage et la voix. Donc, parce que du coup, je n'ai pas pu lire sur les lèvres, donc utiliser la lecture labiale, et je me suis vite rabattue sur l'écrit. Mais bon, c'est juste. Voilà, non, vous avez raison, mais c'est le déphasage de. Hein. C'est bien qu'il y ait le sous-titrage. Mais c'est le déphasage de la transmission. Bien sûr. Sincèrement. Et effectivement, après, sur les applications de transcription automatique, aucune n'est performante. Enfin, je fais partie d'une association, je suis présidente d'une association, donc on fait des tests entre nous, on s'amuse, hein. Ça prend du temps, mais il n'y en a aucune qui est performante. Et comme vous l'avez dit, avec des fois des résultats ou des gros mots qui sont écrits alors que pas du tout, mais c'est juste une déformation des liaisons que l'on a faites. Et donc ça, c'est très compliqué. Et le mieux pour une session comme celle d'aujourd'hui, ce serait d'utiliser un service de transcription avec une personne humaine qui va faire la correction. Alors, ce n'est pas la vélotypie, ce sont les professionnels de la transcription, hein, mais ce n'est pas la vélotypie. Alors, effectivement, ça a un coût, hein, parce qu'il y a une personne qui suit les conversations et qui corrige. Mais c'est ce qui donne le meilleur résultat, par contre. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, il y a en automatique, il n'y a rien de performant. J'espère qu'on y arrivera un jour, mais c'est très compliqué, hein, de traduire automatiquement. Il y a l'accent l'accent, la modulation de la voix, la rapidité d'expression, les liaisons. Et donc ça, je pense qu'il va encore se passer, il va encore y avoir beaucoup d'eau sous le pont avant qu'on arrive à un résultat vraiment presque parfait, on va dire. Et il faudra aussi former les présentateurs et présentatrices à ne pas parler trop vite. Sinon, on n'y arrivera jamais. Voilà. Mais bon, soyons optimistes. Je pense que ça peut se faire en demandant aux deux parties de faire un petit effort. Merci en tout cas. Du coup, vous me corrigez, mais en gros, il y a 3 techniques, hein, pour la traduction en écrit de ce qui est dit. Il y a celle où c'est complètement automatique, donc ce qu'on disait avec le problème qu'il y a toutes les erreurs de transcription qui font que parfois c'est presque contre-productif. Il y a une première étape de traduction automatique avec une personne qui recorrige derrière. Et après, il y a une autre technique qui est celle où c'est une personne qui entend et qui redit dans un micro en respectant elle entraîne sa machine donc c'est ce qu'on appelle un perroquet, hein. La personne, elle entend et elle redit dans un système de traduction, mais avec toutes les bonnes postures, toutes les bonnes règles, donc la traduction automatique, elle est optimisée.
Et après, il y a celle de la vélotypie, où là, c'est vraiment quelqu'un qui tape tout en direct. On veut dire que c'est de la sténo améliorée, où la personne, elle retape en direct tout ce qui est dit. Tout ce qu'elle peut, parce que des fois, elle fait pareil, elle n'arrive pas à tout suivre, etc. Mais par contre, il y a beaucoup moins d'erreurs en termes de transcription. Et pour les locuteurs de la LSF, je n'ai pas dit sourd, j'ai dit locuteur de la LSF, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entendants qui maîtrisent la LSF. Donc, c'est pour ça qu'après, on n'a pas de chiffres, donc je vous rejoins. C'est 60-80 000 sourds qui signeraient, mais il n'y a aucune source officielle à ces chiffres, c'est un peu compliqué. Mais les signeurs, c'est une population plus large que les sourds qui signent. C'est ça que je voulais juste… Mais c'est pour ça que je donnais aussi le coup des 4 à 7 000 personnes qui utilisent le braille en France. C'est que souvent, on a l'impression que toute une communauté utilise quelque chose et ça enferme les gens dans une pratique. Et du coup, les solutions qu'on propose, elles ne sont pas performantes en fait. Donc, mais merci en tout cas pour votre partage d'expérience. Jean-François, vous avez levé la main également? Oui, merci Simon pour la présentation. Alors, je faisais la remarque tout à l'heure dans le chat. Je trouve intéressant, c'est qu'au départ, la présentation elle a été vraiment faite sur le handicap et très vite, en fait, tu as utilisé le terme plutôt de fragilité. Et ce qui me va très très bien, parce qu'effectivement, cette démarche finalement d'expérience, et tu as insisté sur le parcours utilisateur, c'est quelque chose moi, que j'expérimente effectivement pour les personnes âgées, et sur lequel je trouve qu'on apprend énormément, et si jamais on le faisait davantage, moi je fais plus dans le domaine de l'habitat, mais si jamais on le faisait davantage aussi sur l'ensemble de l'expérience utilisateur au niveau de l'urbanisme, notamment, je pense que l'on ferait beaucoup moins d'erreurs. Donc en tout cas, merci de cette présentation qui est éclairante. C'est un outil qui est très puissant et vraiment j'encourage tout le monde à aller approfondir. Merci Simon. Bien, merci beaucoup. Après, du coup, je trouve que j'avais la discussion avec Riyad Salem, pour ceux qui le connaissent, on a eu un échange il n'y a pas très longtemps. Et donc, il y a un champion de handisport qui n'a pas les jambes et tout à fait tous les doigts, donc qui est plutôt sur un problème moteur à la base. Et on avait un échange là-dessus parce que sur la question des fragilités ou du handicap avec une compensation technique, etc. Et au final, il y a vraiment deux univers qui coexistent, qui sont d'un côté les fragilités ou les postures différentes, les façons d'être différentes, qui vont à un moment permettre de repenser une expérience collective. Puis de l'autre côté, il y a des besoins très spécifiques, très précis, comme les gens qui ne voient pas bien et qui ont des lunettes, ou les gens qui, je ne sais pas moi, boitent un peu, qui ont une canne, ou des choses comme ça, qui sont là associés à des aides techniques, qui sont vraiment des choses très carrées, etc. Et en fait, il y a une perméabilité entre ces deux espaces. Mais voilà, moi, je voudrais juste dire, parce que parfois, c'est vrai que dans mon propos, peut-être par mon enthousiasme à moi ou mes intérêts plus tournés, je pourrais donner l'impression que tout ce qui est compensation du handicap, ce n'est pas intéressant ou pas important, et tout ce qui est design, conception universelle, c'est plus important. Mais en vrai, ce n'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Pour moi, ce sont deux espaces complémentaires. Et donc, il faut continuer à fabriquer des lunettes, en gros, mais il faut aussi continuer à faire en sorte que ce soit de plus en plus facile de lire ce qui est écrit. Et pour moi, ce sont deux mouvements qui sont parallèles et qui se complètent bien. Sauf qu'aujourd'hui, on s'est beaucoup concentré sur les lunettes, et là, on est en train de basculer dans l'ère où c'est plutôt le design qui va prendre la main sur la reconstruction des expériences. Mais ce sont deux choses vraiment parallèles. Du coup, j'ai vu votre message, Valérie, sur la partie… mais alors, je suis désolé parce que je lis sur mon téléphone pour pouvoir afficher votre écran, mais je ne suis pas la bonne personne sur la terminologie, mais ouais, non, il n'y a pas de problème. Sur fragilité, oui. En fait, c'est pour ça que je dis qu'il y a des besoins spécifiques, il y a des fragilités et il y a des atypismes. Et en fonction des sujets qu'on aborde et de la posture avec lesquelles on les aborde, on va mettre l'accent sur l'un ou sur l'autre. Vous voyez, et tout ça, c'est assez complémentaire. Voilà, par exemple, puis après, dans les univers, les termes ont des valeurs qui sont différentes. Alors, c'est toujours difficile parce que, par exemple, moi, je vous donne un exemple. Dans le design, normalement, un utilisateur d'un service, c'est un client. Mais si je dis ça dans le médico-social, ça heurte parce que client, pour eux, c'est quelqu'un qui achète quelque chose dans un magasin. Alors que pour du design, c'est juste quelqu'un qui va utiliser un service proposé. Donc, dans les terminologies, c'est parfois difficile aussi parce que chacun a
son environnement de sémantique, on va dire. Bon, voilà. Moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en tout cas, à partir d'un moment où quelqu'un vit une difficulté, il est en train d'enrichir le groupe parce qu'il identifie un truc qu'on pourrait améliorer, voire même, il permet de proposer des solutions pour améliorer la situation et donc l'expérience collective. Après, du coup, la terminologie, je ne voudrais pas juste que quelqu'un soit heurté par les termes. Du coup, Rachel, je crois que vous avez… Oui, bonjour. Oui, en fait, juste dans la continuité de ce que vous disiez, je viens du handicap, enfin, j'ai travaillé dans le champ du handicap et là, je suis actuellement en reconversion sur la partie plutôt vieillissement, on va dire. Et justement, je me rends compte, en fait, cette problématique de terminologie qui fait qu'on a des populations qui n'arrivent pas à se comprendre à cause des barrières de mots et de représentation qu'il y a derrière. Donc, et où je constate finalement que ce qui a été fait du côté, on va dire, des politiques du handicap, en tout cas, serait tout à fait bénéfique à, toute la population qu'on dit personnes âgées dépendantes, entre guillemets, puisque finalement, on a des problématiques communes derrière. Mais dans la conception des personnes qui sont dans ces deux champs, il y a toujours l'idée que c'est pas pareil. C'est que je suis en situation de handicap, donc je suis pas un vieux, et où je suis âgé, j'ai un problème, je suis dépendant, mais je suis pas handicapé. Et c'est vrai que si on, voilà, il y a ça, je pense que ça peut être une grosse difficulté justement à la notion que vous amenez autour de la conception universelle qui est, je pense, en effet fondamentale parce que le, le fait on le voit aujourd'hui avec la numérisation, enfin la digitalisation au niveau des démarches, je suis assez atterrée en fait de voir la problématique que ça pose à des tas de personnes parce que on met en place quelque chose sans avoir pensé en amont à la diversité des situations. Et du coup, de penser même que c'est pas en effet des pansements, comme vous disiez, qu'on va rajouter à quelque chose qui est moyen, qui est global, mais cette diversité prise au départ, comme vous le disiez, je suis convaincue qu'en effet, ça peut permettre à chaque personne aussi de comprendre que, en effet, il n'y a pas qu'une solution à chaque problème, quoi, et du coup d'étendre la gamme et de pouvoir, justement, aux agents, j'imagine, aujourd'hui, qui doivent faire face à des personnes qui sont en grosse difficulté avec cette digitalisation en cours, de pouvoir aussi être en capacité de comprendre, en fait, cette diversité. C'est-à-dire que c'est déjà cette prise de conscience, en fait, que permet, je trouve, la conception universelle. Et je pense que oui, c'est une bonne, une bonne piste, mais ce qui m'étonne, c'est qu'elle ne soit pas plus saisie, justement, par les pouvoirs publics, quoi. Merci. Du coup, c'est pour ces questions de terminologie aussi et tout ça que, vous l'avez peut-être senti un peu dans le discours, mais de plus en plus, moi, j'essaye de moins parler des personnes que des situations et de la satisfaction. C'est-à-dire, en tant qu'utilisateur, à un moment donné, je suis là, je dois faire ça, est-ce que ça m'a satisfait ou est-ce que ça ne m'a pas satisfait ? Et donc, c'est aussi pour ça que quand je parlais de normalité et d'anormalité, vous avez vu finalement, ma définition de la normalité, parce que c'est un vrai sujet, c'est compliqué, c'est en fait de se sentir considéré dans l'expérience vécue et d'être satisfait de l'expérience vécue. Pour moi, c'est ça la normalité, c'est la perception qu'à un moment, je n'ai pas à me demander qui je suis par rapport à où je suis juste là et ça va, en gros. Et donc, je me sens normal. Et pour se sentir normal, il faut que le designer il ait eu connaissance du fait que tout le monde n'était pas pareil. Donc la responsabilité côté design. Et ensuite, il faut que le fournisseur de services comprenne que tous les gens qui s'appellent sourds sur leur carte ne sont pas pareils. Et ça, c'est un vrai problème, c'est que dans le handicap, on a voulu mettre des grosses dénominations comme si c'était des familles de personnes identiques. Et du coup, ensuite, l'État a dit quelle est la règle pour ces personnes. La règle, c'est ça. Et du coup, on a dit, OK, tout le monde fait ça, du coup. Sauf que, et c'est ce que vous disiez, Rachel, c'est qu'en fin de compte, il me semble que c'est la flexibilité du fournisseur et sa capacité à naviguer entre plusieurs propositions qui va créer l'accessibilité pour tous. Mais ce n'est pas le fait qu'ils se soient emparés d'une solution et qu'à un moment, ils croient que toutes les personnes vont être satisfaites par celle-là. Et là, ça rebondit sur ce que vous dit Valérie, sur la LSF ou pas la LSF quand j'arrive au guichet de la mairie. C'est que si le gars de la mairie il croit que tous les sourds signent, du coup, quand moi j'arrive et que je dis que je suis une personne malentendante ou sourde, peu importe comment je me présente, lui, tout de suite, il va partir dans son créneau, au lieu de se dire que ça reste des personnes. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'aveugle de service qui dit non, tous les aveugles, ils n'aiment pas les éléphants. Et du coup, tout le monde va dire ah bon, les aveugles n'aiment pas les éléphants. Mais ça ne veut rien dire, c'est absurde. C'est la perception par une personne qu'elle projette sur un groupe.
Ça n'est pas une vérité. Sauf si cette personne, elle a fait des études sur la condition des personnes aveugles, et auquel cas, là, d'accord, ça devient intéressant. Vous voyez, donc pour moi, c'est les deux responsabilités, c'est celle du design de créer des expériences en conception universelle, et celle du fournisseur de services de s'équiper d'une pluralité de solutions et d'avoir une capacité à naviguer entre elles pour venir répondre à un besoin. Et dans l'école, c'est ce qu'on appelle la flexibilité pédagogique. C'est que l'enseignant, il a plusieurs outils pédagogiques à disposition et il va jongler entre ceux-là en fonction du besoin de l'enfant, qui est, de mon point de vue, la clé la plus intéressante. Alors qu'aujourd'hui, on est quand même souvent dans « je vais accueillir une personne, je ne sais pas, autiste ». C'est quoi les autistes? C'est qui? Ils sont comment? Ils sont tous pas pareils. Et c'est quoi l'outil? Qu'est-ce que je dois dire et qu'est-ce que je ne dois pas dire? Ça dépend des gens. Moi, je ne sais pas, par exemple, quand quelqu'un qui fait 1,88 m rentre chez moi, il y a des choses que je dois dire ou pas dire. Est-ce qu'il aime plutôt les saucisses ou bien le riz? Ça n'a aucun sens, en fait. Et moi, j'avais ces questions-là au début. Les gens, ils me disent, les sourds, est-ce qu'ils aiment bien le foot en général? Et moi, je disais, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Et vous voyez, c'est des questions très naïves. Et c'est pour ça que je vous disais que parfois, on parle du handicap comme si c'était une sorte de pan de l'humanité qui aurait vécu sa vie dans une autre sphère. Mais ça reste des personnes. Il y a des sourds qui aiment la musique. Il faut quand même… et voilà, il y a des sourds qui aiment danser. Et il y a des sourds qui n'aiment pas danser. Enfin, vous voyez, en fait, c'est de remettre aussi un peu de souplesse, de ne pas chercher des réponses toutes faites. C'est pour ça que quand je parlais des normes, moi, c'est ce qui m'angoisse le plus dans l'accessibilité, c'est les normes. Parce que les normes, elles ont un impact derrière très rigidifié. Et du coup, la relation, elle ne peut plus être la clé de l'inclusion. Alors que la clé de l'inclusion, pour moi, c'est la relation et les outils viennent augmenter le pouvoir de la relation. Enfin, voilà. Je me permets rapidement d'intervenir, navré de le faire maintenant. On avait enregistré, on était donc en cours d'enregistrement. Je vais devoir cesser l'enregistrement, mais on peut continuer les échanges juste après. C'était juste pour clore, pour pouvoir ensuite visionner la vidéo et la mettre sur YouTube. Donc, je clôt l'enregistrement. Je tiens encore une fois à remercier Simon ainsi que tous les participants et les participants aujourd'hui. Et puis, restez connectés, on va continuer les échanges juste après.